Alors bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Thierry Bobineau, qui est directeur marketing d'Euroquartz, et bien pour faire un point un peu, une espèce de rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers mois, et puis voir un peu comment les choses vont et pourront évoluer dans les entreprises dans les mois à venir. Thierry, je te laisse te présenter. Thierry? Oui, bonjour à tous, merci de votre participation. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, ouais. Tu m'entends plus? Oui, alors, si, moi, je t'entends, donc pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites coupures de temps en temps. Écoute, ici, ça marche très bien. Alors, je te laisse te présenter, Thierry. Bon, ok, bien, bonjour à tous, donc Thierry Bobineau, donc je suis effectivement directeur marketing chez Euroquartz. J'ai un passé de consultant, de directeur produit, et puis maintenant je m'occupe de marketing depuis plus de 20 ans chez Euroquartz. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu, toi, une espèce de rétrospective sur ce qui s'est passé ces derniers mois et comment, notamment, l'ont vécu les clients d'Euroquartz? Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on a une crise là qui est très atypique, hein, d'une part brutale, ça tout le monde l'a constaté, elle est mondiale et des conséquences qui sont assez imprévisibles de ce que l'on voit aujourd'hui et cette même incertitude, on la voit chez nos clients. Ce qu'on peut dire malgré tout, ce qu'on a observé chez nos clients, c'est que cette crise a agi comme un accélérateur. On va revenir dessus, il y avait des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et cette crise, comme toutes les crises, elle agit comme un accélérateur sur cette tendance. Ce qu'on a remarqué également chez nos clients, mais de façon plus générale, c'est qu'il y a eu une réactivité assez extraordinaire, hein, tant de l'État pour son soutien à l'économie. On a vu que certaines lois ont été publiées en une semaine, alors qu'il aurait fallu des années probablement pour les faire. Je fais référence en particulier à la loi du 23 mars 2020, qui a apporté des dérogations incroyables au Code du travail. On imagine que si ces dérogations avaient fait l'objet de débats entre les partenaires sociaux, il aurait fallu des mois, voire des années. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en une semaine, le gouvernement a été capable de publier une loi qui apporte des dérogations très significatives au Code du travail. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on est très humble sur les constats que l'on fait et encore plus sur les prévisions parce qu'on estime que la période est encore un petit peu courte pour se faire un avis. Donc, on va pouvoir partager sur ce qu'on a observé. Il y a quand même des tendances qu'on a observées chez nos clients. Et également sur ce qu'on entrevoit, on est très prudent sur ces prévisions parce que les prévisions, elles sont en général très souvent débouties par la réalité. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est des impressions et ce qui est des tendances qu'on pense quand même assez fortes et qui risquent d'être ancrées par cette crise. Tu peux revenir sur la loi du 23 mars parce que c'est quelque chose qui potentiellement impacte un éditeur comme Euroquartz. Oui, alors elle a impacté nos clients, nous a impacté nous. En fait, c'est une loi pour certains secteurs d'activité, hein, puisque tous les secteurs n'étaient pas concernés, qui a modifié des choses très structurantes, comme par exemple la durée journalière de travail, la durée hebdomadaire de travail. On a porté la durée hebdomadaire de travail à 60 heures maximum, avec une moyenne sur plusieurs semaines pour éviter de dépasser des plafonds. On a augmenté la durée maximale de travail journalier pour la porter à 12 heures, par exemple. Même chose pour le travail de nuit. On a diminué les temps de repos, donc pour tous les secteurs qui étaient éligibles à cette loi. Ce que l'on s'est rendu compte, c'est que cette loi, finalement, alors c'est quand même de sacrées modifications qui ont été apportées là, au Code du travail, mais on s'est rendu compte que chez nos clients, finalement, elle a été assez peu utilisée. Et on en a parlé avec des avocats qui nous ont dit oui, cette loi apportait beaucoup de dérogations, beaucoup de possibilités, mais en même temps, sur un plan social, elle était relativement difficile à appliquer alors qu'on était dans une situation d'urgence. Ce qui fait que chez Euroquartz, sur la masse de nos 5000 clients, on estime qu'il y en a à peu près 50 à 80
qui ont mis en place les dispositions de cette loi, ce qui est assez peu finalement. Et ce qu'on a surtout observé, c'est que nos clients ont mis en place des adaptations pour gérer l'urgence. Et notamment, les deux grosses urgences ont été la mise en place du télétravail. Donc, on estime que chez nos clients, il y avait moins d'un client sur deux qui avait un accord de télétravail. Donc, on avait déjà beaucoup de clients qui faisaient du télétravail de façon organisée dans le cadre d'un accord, mais il y en avait un sur deux qui n'avait pas d'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de télétravail, hein, parce qu'il s'en fait toujours du télétravail de façon plus ou moins formelle. Mais voilà, chez tous ces clients-là, il a fallu mettre en place des solutions pour gérer le télétravail, permettre le badgeage à distance des temps de travail. Et puis, l'autre gros volet a été la mise en place du chômage partiel. Alors, on avait des clients qui étaient déjà prêts là-dessus, parce que dans l'histoire de l'entreprise, il y a déjà eu du chômage partiel. Et d'autres clients qui n'étaient pas du tout prêts, donc il a fallu mettre en place ce qu'il fallait pour gérer le chômage partiel. Alors ça, c'était pas des modifications très structurantes, on a aidé nos clients, et là, sur nos 5000 clients, on a plusieurs centaines de clients, peut-être 500, 600, qui ont mis en place des dispositions là-dessus, à comparer à une grosse cinquantaine sur la mise en place de dispositions liées à la loi du 23 mars. Donc on a vu que la souplesse qui a été apportée très rapidement par le gouvernement n'a pas vraiment été utilisée par les entreprises. Alors il y en a qui l'ont utilisée, hein. Je ne suis pas en train de dire que personne ne l'a fait. Bien sûr, il y en a qui l'ont mis en place. Mais voilà, on s'est rendu compte que c'était quand même, sur un plan social, un petit peu difficile et que beaucoup d'entreprises ont géré plutôt ça par de la souplesse, en fait. Et c'est là où on a trouvé assez remarquable les accords qui ont été trouvés entre les employeurs et les employés pour gérer une situation qui était quand même très compliquée. Donc voilà, en situation de crise, finalement, on arrive à trouver des solutions sans passer par des négociations interminables. Quand on parle de télétravail, quel est l'apport d'une solution comme EuroQuartz pour ses clients quand un client te sollicite Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que oui, cette histoire de télétravail, elle a tendance à éclipser tous les autres sujets. Il y avait le salon des ressources humaines à la porte de Versailles il y a 15 jours, où on a vu des confrères qui publiaient de superbes études et de superbes solutions sur le télétravail. On avait l'impression que certains découvraient le télétravail, alors que le télétravail, nous, on le gère chez nos clients depuis le début des années 2000, en fait, et les premières expériences remontent à 2005. Donc le télétravail, c'est pas nouveau. Alors toute la presse s'est concentrée sur le télétravail. C'est vrai qu'on a eu un pic de télétravailleurs, mais ça n'a fait qu'accélérer une tendance. Alors de ce point de vue, c'est assez intéressant ce qu'on observe, parce que pour quelque chose qui a commencé au début des années 2000, principalement à partir de 2005, nous, on a fait une étude avec OpinionWay en 2018 pour mesurer la relation des salariés français au travail. Et il y avait pas mal de questions sur le télétravail. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait en 2018 que 15% des salariés français qui télétravaillaient plus ou moins. Ça veut dire qu'en 15 ans, on est arrivé à 15% de salariés français. C'est-à-dire que la pente était assez longue. Donc là, on est monté à beaucoup plus, puisqu'a priori, on aurait entre 40 et 50%, on a bien du mal à le savoir, de salariés français qui ont télétravaillé. On a chez nos clients des entreprises très importantes, de 10 000 salariés par exemple, qui sont passés à 100% de télétravail et qui n'en faisaient pas avant. Bon, ils s'en faisaient un petit peu quand même, mais c'était pas officiel. Et donc on a été très fortement sollicité par nos clients pour mettre ça en place. C'est quelque chose qui est simple à mettre en place. Alors pour plusieurs raisons. D'une part, pour mettre en place des workflows de validation, de demande et de validation, pour que les salariés puissent demander du télétravail et que ça soit validé par les managers. Donc ça, c'est des clients qui voulaient encadrer les pratiques et ne pas laisser faire n'importe quoi. Également, tout ce qui concerne le suivi, parce que vous pouvez être en télétravail, mais ça ne dispense pas de suivre les temps de travail de vos télétravailleurs. Donc on a été aussi très sollicité pour ceux qui ne l'avaient pas fait, pour mettre en place des solutions de badgeage ou de déclaration d'heures pour les gens qui étaient en télétravail. C'est quelque chose qui s'est fait rapidement, très souvent par de simples interventions de notre hotline. C'était pas très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on le fait depuis des années.
Mais voilà, on a eu une très forte sollicitation sur ce point. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que ce qu'on a consacré, c'est que les dernières études montrent que le soufflet, il est retombé en fait. Cette vague de télétravail, au mois de septembre, elle est retombée. C'était mesuré par une étude très complète de Doxa, et on va revenir sur ce sujet-là. Alors, tu parlais du deuxième axe du chômage partiel qui a fortement impacté les organisations et les salariés qui sont placés en activité partielle. Donc là, Eurocorps a bien évidemment accompagné ses clients sur ces dispositifs et puis j'imagine va les accompagner aussi sur les différents contrôles qui sont exercés par l'inspection du travail actuellement sur ces dispositifs. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du dispositif moi je me pose la question du dispositif d'APLD qui a été annoncé en août et qui a été présenté en grande pompe avec une première signature d'accord, etc. Et puis finalement, est-ce que c'est pas un pétard mouillé cette activité partielle de longue durée? Alors, pour le premier point de la question, donc le chômage partiel, donc effectivement, oui, il y a eu 12 millions de salariés concernés au plus fort du pic. Alors, on sait que c'est pas 12 millions dans la réalité, c'est là où on se voit que les chiffres sont toujours un petit peu exagérés, puisque la DARES a dit, oui, il y a eu 12 millions 700 000 salariés français où il y a eu des dossiers de demande de chômage partiel, mais dans la réalité, le chiffre constaté, c'est 8,6 millions, donc par la DARES, de salariés pour lesquels on a vraiment eu des déclarations de chômage partiel avec des heures et des indemnisations. Donc là, on voit déjà qu'on est à un tiers de moins que ce qui a été raconté par la presse. Fin août, les derniers chiffres, ça serait 1 300 000 salariés français qui sont toujours en chômage partiel. Donc, pour nos clients, il s'agit principalement de mettre des dispositifs de suivi de chômage partiel. Donc, c'était très simple, en fait, à gérer. C'est de mettre en place des codes pour ceux qui ne l'avaient pas, pour enregistrer les absences pour chômage partiel. Et on a aussi des clients qui ont mis en place des workflows de demande de chômage partiel. Ça peut être curieux, mais ils disaient à leurs salariés, voilà, vous allez faire 2 jours de chômage partiel par semaine. Et à vous de faire des demandes de chômage partiel. Vous prenez les jours, ça peut être le lundi, ça peut être le vendredi, peu importe, du moment où vous payez vos 2 jours de chômage partiel dans la semaine. Et ces clients-là voulaient que leurs salariés fassent des demandes de chômage partiel pour avoir une traçabilité derrière. Et donc ensuite, ça s'est traduit par une information qu'il fallait redescendre vers la paye, puisque c'est bien sûr la paye qui va ensuite gérer la valorisation avec les taux horaires. Donc quelque chose de pas très compliqué à mettre en œuvre. Et là, effectivement, ça a été assez massif, puisque même 8 700 000 salariés, ça fait quand même du monde. Comme on est la première solution implantée en France, on gère à peu près 20% des salariés français, vous faites le calcul, ça a concerné à peu près 2 millions de personnes gérées avec nos solutions. L'autre sujet qu'on a vu par rapport à ce chômage partiel, donc c'est effectivement cette loi d'activité partielle de longue durée. Alors, ça a démarré très timidement, donc on a des clients qui ont mis ça en œuvre et on avait le sentiment qu'il n'y en avait pas beaucoup. Finalement, sur les derniers comptages, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont mis en œuvre. Et il semblerait, donc, d'après les chiffres qui ont été annoncés, c'était lundi, je crois, qu'il y aurait déjà 1300 accords qui ont été signés en France. Donc ça veut dire que c'est quand même un dispositif qui démarre, qui a été long à démarrer. Peut-être que les entreprises n'avaient pas assez de visibilité, mais en tout cas, certains de nos clients l'ont déjà mis en place. Ça risque de s'accélérer dans les mois à venir. Qui est un peu plus contraignant pour le collaborateur en termes de perte de revenus, notamment ce dispositif. Oui. Alors, on sait que c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce que d'une part, c'est pas un dispositif ad vitam aeternam. On sait que c'est par période de 6 mois et que ça dure, je crois, au maximum 2 ans. Que c'est assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des contreparties en termes de formation, en termes de gestion de carrière des salariés, donc c'est un petit peu compliqué. Que pour les salariés, ça se traduit effectivement par une baisse de rémunération. Voilà, donc on a un cadre qui est un petit peu rigide en France, on le sait tous, et voilà, dans certains secteurs, on pense à l'aéronautique, donc on
où on sait que la crise va être longue, c'est une solution qui est mise en place. On sait que dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, ils gèrent pas les choses de la même façon. Hein. C'est un petit peu plus brutal chez les Anglais ou les Américains, mais voilà, c'est un dispositif qui a été mis en œuvre pour essayer de sauvegarder les compétences. Alors, on a parlé là de télétravail, activité partielle, donc deux forts impacts sur l'organisation du travail en entreprise. Et puis il y a un troisième volet, c'est le taux de remplissage des entreprises en présentiel. Est-ce que certains clients vous ont demandé des solutions pour mesurer le respect de la jauge, qui est toujours recommandée d'ailleurs, et puis surtout s'assurer que je sache à un instant T que tel collaborateur est dans les murs. Oui, alors ça, c'est effectivement une demande. Alors déjà, ce qu'on a observé, nous, pendant le confinement, parce que tout le monde n'était pas confiné, hein, il y avait quand même des salariés, qui bossaient dans les locaux. Donc, alors déjà, une première remarque, c'est qu'on a eu énormément d'interventions pour des clients qui souhaitaient augmenter leurs horaires de travail, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient répartir la présence des salariés sur des plages plus longues. Par exemple, on a des clients qui ne travaillaient pas en équipe et qui ont mis des équipes de travail en place pour éviter d'avoir trop de monde à un instant donné dans l'entreprise. Ça, le cas, il a été très fréquent. Il y en a qui ont allongé les plages le matin, les plages le soir, pour pas trop de monde présence. On a même des clients, par exemple, qui ont réparti l'accès aux badgeuses pour éviter qu'il y ait des files d'attente de 30 ou 40 personnes devant les badgeuses, ce qui potentiellement est un risque sanitaire. Donc, ils ont essayé de répartir au mieux la volumétrie sur les badgeuses pour que les gens se croisent le moins possible. Donc, il y a eu beaucoup de travail là-dessus et il y a eu de la souplesse aussi, ce qu'on a constaté, beaucoup de souplesse mise en place par nos clients. Ça aussi, c'est assez intéressant. En régime normal, les collaborateurs se plaignent plutôt de ne pas avoir assez de souplesse. En situation de crise, on sait leur donner un petit peu de souplesse. Et pour en revenir à la deuxième partie de la question, alors oui, on a mis en place chez certains clients des dispositifs pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde, c'est-à-dire que on a inversé parfois le système, c'est-à-dire que le télétravail devenait l'organisation par défaut, et pour aller au travail, il faut faire une demande de présence sur le lieu de travail. Donc, on a eu ça chez quelques clients. On a d'autres, donc ça permet de mesurer si par exemple vous avez 600 salariés, c'est un cas réel, et l'employeur en autorise que 300, ça permet de s'assurer en amont qu'on n'aura pas plus de 300 personnes. On a également des clients qui ont mis en place des solutions astucieuses comme pour gérer la répartition des bureaux. Donc, quand ils avaient des gens en télétravail, la remarque était de dire, mais si ces gens-là ont des bureaux individuels, il vaut mieux les utiliser plutôt que d'avoir des gens qui soient groupés dans des open space. Donc, on a mis en place des modules de self-service où les gens s'inscrivent, on connaît les bureaux qui sont utilisés et ceux qui sont libres. Et donc, on va proposer aux gens, quand ils arrivent, on va lui dire, aujourd'hui, monsieur X ou madame Y télétravaille, utilisez donc son bureau qui est disponible, plutôt que d'aller vous entasser dans un open space. Donc voilà, on a eu ce genre d'organisation à mettre en œuvre chez nos clients. Alors, tout ça c'est, je dirais, là, on parle de gérer des plannings, de faire des roulements de bureau, de faire pointer des salariés en télétravail, etc. On sait qu'il y a eu des problèmes, notamment d'adaptation du management à toutes ces nouvelles postures de travail. Est-ce que tu as un avis ou est-ce que tu as des chiffres via des études qu'aurait faites Euroquartz sur le sujet? Alors, les chiffres Alors, les remontées que l'on a de nos clients, puisqu'on voit nos clients, on a un club utilisateur d'ailleurs qui se réunissait hier, qui a continué de tourner même pendant le confinement, en visio, pas en présentiel. On a un très gros club utilisateur avec 170 adhérents. Et donc, les remontées sont assez intéressantes. Mais quand on discute avec nos clients, oui, ils nous disent que le management a été un peu bousculé par ces crises. Quand vous gérez une équipe en présentiel depuis des années, du jour au lendemain, on vous demande de passer tout en télétravail, c'est un petit peu compliqué. Surtout que nos clients n'ont pas toujours eu le temps de former leur manager.
On s'aperçoit quand même que ils ont su trouver des solutions. Et encore une fois, en situation compliquée, on est imaginatif, on trouve des solutions. Ça, on est en train de le mesurer. C'est-à-dire qu'on fait tous les 2 ans avec une OpinionWay une mesure auprès de 2000 salariés français de leur relation au travail. On n'a pas voulu la faire à chaud, c'est-à-dire qu'on s'est dit laissons passer quelques mois, parce que quand on mesure à chaud, c'est la meilleure façon d'obtenir des chiffres qui sont complètement faussés, hein, puisque les réactions elles deviennent manipulées par l'actualité. Donc on s'est dit on va attendre le mois d'octobre ou le mois de novembre pour être entre guillemets dans un rythme de croisière. La situation actuelle, on peut penser elle va continuer tout l'hiver. Donc voilà, on aura des avis qui seront un petit peu plus à froid et on va publier ça d'ici 3-4 semaines. Et là, effectivement, on sonde les managers sur comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre et qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc on va avoir des chiffres plus précis. Ça sera communiqué dans la presse. Mais oui, le retour que l'on a, c'est que ça a été une situation un peu problématique pour les managers. Donc c'est sûr que là, pour l'instant, on peut avoir le retour des clients sur ce qu'ils ont essayé de mettre en place, comment ça fonctionne, ce qu'ils souhaitent mettre en place là dans les mois à venir, parce qu'on sait que chômage partiel, télétravail, finalement, c'est des dispositifs qui étaient temporaires, mais qui vont être amenés on imagine, à durer jusqu'à l'été prochain, à minima. Oui, nous, là, quand on discute avec nos clients, parce qu'on aura des chiffres un peu plus objectifs bientôt, mais aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interrogations. J'ai pu parler de ça avec quelques DRH. La première interrogation, c'est vis-à-vis de la législation, en fait. On a une législation qui est colossale en France sur le code du travail, sur les temps de travail, l'organisation du travail. C'est unique au monde. Un code du travail de 3300 pages, 550 conventions collectives, des dizaines de milliers d'accords d'entreprise, des accords de branche. Plus personne n'y comprend rien. C'est d'une complexité incroyable. Alors, ça pourrait être complexe, mais le vrai problème, c'est que c'est extrêmement rigide. Et ce que nous disent nos clients, c'est que ils ont des interrogations, c'est-à-dire, est-ce que ce code du travail, tel qu'il est aujourd'hui, va leur permettre de faire face à des situations totalement imprévisibles? Si on prend l'exemple de la restauration et de l'événementiel, par exemple, on va avoir des périodes de stop and go permanentes. Est-ce qu'on peut dire aux salariés, le temps de travail c'est 35 heures avec plus ou moins 10%, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions plus souples avec des semaines plus denses, des semaines moins chargées. Et de ce point de vue, c'est très compliqué en France. Donc, première interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer sur la législation du travail en France, mais beaucoup à penser que c'est pas du tout adapté à une situation de crise. Je voyais l'autre jour l'interview d'un économiste espagnol qui disait que la crise en Espagne va probablement signer la fin du CDI en Espagne. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés au même problème que nous. Et il disait les entreprises ne pourront plus s'engager sur des CDI en Espagne. Je parle. Et ça sera donc du CDD, ça sera donc des freelances, des auto-entrepreneurs. Je ne sais pas si ça se vérifiera, et en France, on est très loin de ça. Le CDI ne va pas disparaître en France, mais ça traduit bien quand même. Il y a des signaux forts quand même du gouvernement sur, je dirais pas la fin du CDI, mais sur, si tu regardes les aides là, de 4 000 € pour l'emploi des jeunes, les aides de 4 000 €, là, le décret qui est passé la semaine dernière pour le recrutement des personnes en situation de handicap. Les conditions aujourd'hui, c'est plus de dire j'embauche en CDI. C'est j'embauche en CDI ou à minima un CDD de 3 mois. Oui. Donc pour moi, c'est un signal. Ça veut dire que quelque part aujourd'hui, il y a quand même cette prise de conscience que le CDI n'est plus le contrat forcément de référence et ne le sera peut-être plus dans l'avenir. Et il est vrai que le CDI est hyper réglementé. Oui. Très contraignant pour ces nouveaux modes d'organisation de travail. Il y a une vraie complexité entre les contrats de travail qui sont proposés et l'adaptabilité que doit avoir l'entreprise pour réagir à la crise.
Tout à fait. Alors, le CDI ne disparaîtra pas en France, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Et pour ma part, il n'est pas souhaitable qu'il disparaisse pour d'autres raisons. Mais voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent là-dessus. Et comment faire face à une variabilité incroyable de l'activité avec, de l'autre côté, un code du travail extrêmement rigide. C'est un vrai défi, ça. Donc, on peut penser qu'il y aura quelques évolutions légales. Après, oui, tu le disais, Christophe, sur les dispositifs de chômage partiel, oui, ça va durer. Ça, on en est certain aujourd'hui. Hein. Tant que des secteurs sont touchés comme ils le sont aujourd'hui, le chômage partiel va perdurer. L'interrogation que l'on a, nous, elle est autour du télétravail, parce que voilà, il y a eu un effet de soufflet, c'est-à-dire qu'on a des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont passées au télétravail pendant le confinement, donc ça, on ne peut pas le contester. Maintenant, le soufflet il est redescendu au mois de septembre, hein, donc je suis en train de chercher des chiffres de Doxa, mais ils sont extrêmement parlants, c'est-à-dire que déjà il y a des entreprises à la fin du confinement qui ont rapatrié leurs salariés. On connaît des entreprises où tout le monde télétravaillait et ils ont fait revenir les gens dans les entreprises en respectant des consignes sanitaires très strictes, mais ils les ont quand même fait revenir. Et voilà, donc j'ai retrouvé le chiffre. Donc, ce que dit l'étude de Doxa, c'est que pendant le confinement, 24% des Français pratiquaient le travail régulièrement et ce chiffre est redescendu à 14% en septembre. Donc, on voit qu'il y a déjà une baisse très importante. Dans ceux qui le pratiquaient régulièrement, il y a également ceux qui le pratiquaient occasionnellement. Et il y a également un indicateur qui est intéressant, c'est que dans cette étude, 71% des salariés français indiquent ne pas vouloir télétravailler davantage. Donc voilà, en conclusion, il y a des entreprises qui sont toujours réticentes au télétravail, il y en a. Et les salariés français, finalement, ils se sont peut-être un petit peu usés du télétravail. Hein. Quand on est 5 jours sur 5 en télétravail pendant 3 mois, c'est peut-être supportable. Toute l'année, ça pose d'autres problèmes. Et là, il faut être câblé pour faire du télétravail, et tout le monde ne l'est pas forcément. Alors, on a tous besoin de liens sociaux. Le télétravail isole, c'est quelque chose qui a été mesuré. Donc voilà, c'est quand même assez curieux qu'on ait observé cette pente là au mois de septembre. Alors avec ce qui se passe en ce moment, ça va certainement remonter un peu. Mais si on regarde sur une période de 10 ans, est-ce que la croissance sera supérieure à son rythme habituel de croissance? Aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de le dire. Oui, tu rappelais en début tout à l'heure que finalement, c'est une courbe qui est assez lente, hein, la croissance du télétravail. Voilà. Elle est lente d'une part parce que beaucoup d'entreprises n'y étaient pas forcément ouvertes, mais pas que en fait. Les salariés eux-mêmes ne sont pas forcément ouverts au télétravail, ou du moins pas dans une mesure si gigantesque qu'on peut la vivre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le télétravail, on en revient un peu parce que, comme tu le dis, alors déjà, il y a un phénomène qui est important, c'est que faire du télétravail, je dirais, en région, dans une maison, et faire du télétravail à Paris, dans un studio, ça n'a rien à voir. Donc, il y a une condition aussi pour faire du télétravail. Et puis, il y a bien évidemment cette perte de lien social, parce qu'on a vu là pendant le confinement, pendant les derniers mois, se multiplier les vidéoconférences, les réunions à distance, etc. Et on sait qu'en termes de productivité au travail, il y a des personnes qui ont besoin d'être en face à face. Il y a des projets qui se mènent dans des salles de réunion et qu'on ne peut pas mener à distance. Donc il y a aussi l'adaptabilité du télétravail, non pas simplement à une situation, à un lieu, mais aussi aux compétences des personnes et puis à la psychologie de la personne, en fait, tout simplement. Absolument. Donc voilà, il y a des tendances. Nous, ce qu'on observe, c'est que le télétravail, c'est sûr, va continuer. Le chômage partiel, c'est une tendance qui est certaine, ça va continuer. Le télétravail, oui, dans la crise sanitaire que l'on a, ça va continuer.
Mais si on regarde sur une période longue, peut-être pas avec une croissance aussi importante que ce que les médias nous disent, hein, on sait que cette croissance, elle est assez lente et régulière dans le temps. Donc là, on a un phénomène de variation, voilà, mais il faut regarder ça sur 10 ans. Et on verra, dans 10 ans, on sera peut-être à 25% de télétravailleurs réguliers. Mais on sera certainement pas dans 10 ans à 50% de télétravailleurs réguliers. On a tendance à oublier qu'en France, la majorité des salariés ne peuvent pas télétravailler. Une infirmière ne peut pas télétravailler, un chauffeur routier ne peut pas télétravailler, un ouvrier sur une ligne de fabrication, par définition, ne peut pas télétravailler. Et ce que nous ont également rapporté nos clients, c'est qu'ils ont parfois du mal à gérer la rupture entre les cadres et les gens qui sont obligés de rester sur place. C'est aussi un sujet. J'ai un client en particulier qui me disait, je disais, mais pourquoi vous ne faites pas plus de télétravail? Et il me disait, mais c'est qu'on a du mal à justifier vis-à-vis des gens qui ne peuvent pas télétravailler chez nous, hein, qui sont dans la logistique, que tous les cadres viennent au bureau qu'une journée par semaine. C'est compliqué à faire passer. Donc voilà, il y a ce genre de réticence. Donc dans les tendances certaines, ce que tu viens d'évoquer, Christophe, oui, je voulais en parler, c'est ça, par contre, c'est absolument certain que le travail à distance par visio, mais c'est pas forcément du télétravail, ça, hein, ce que j'évoque là. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer, c'est-à-dire qu'on a tous découvert pendant cette crise qu'on peut faire pratiquement la même chose avec des réunions visio qu'avec des réunions présentielles. On perd un petit peu en qualité, on perd un petit peu en interactivité. On ne peut pas tout faire non plus uniquement par des visios, ça, tout le monde en est conscient. Mais on gagne un temps extraordinaire. Alors ça, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec nos propres équipes, où l'habitude de travail, c'est quand même d'aller chez les clients, parce que les clients aiment bien nous voir, et là, on ne pouvait pas le faire pour des raisons sanitaires. Et ben, on s'est rendu compte qu'on arrivait à déployer des projets complètement à distance, à faire des spécifications à distance, à faire du paramétrage à distance, et même à faire des formations à distance. Donc, c'est pas toujours la solution parfaite, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Les clients où on avait toujours des problèmes de sécurité, ils nous objectaient des questions de sécurité informatique. Curieusement, en 15 jours, on a trouvé les solutions. Donc ça, tout le monde se rend compte que ça fonctionne. Et pourquoi on pense que ça va durer, c'est que, d'une part, ça limite le risque sanitaire, ça c'est une chose, mais ça a deux autres effets. Le premier, c'est que c'est un gain de temps phénoménal pour tout le monde. Nous, on avait des consultants qui faisaient 6 heures de transport aller-retour dans une journée, 3 heures le matin, 3 heures le soir pour aller chez un client. Quand ils travaillent à distance, ça a été mesuré, on redonne à peu près la moitié du temps gagné en transport pour son entreprise. Donc, le gain de temps, il est extraordinaire. Et il y a un troisième impact, et nous, on y est très sensible chez Euroquartz parce que très impliqué dans des démarches environnementales, c'est que ça n'émet plus de CO2. Ça émet beaucoup moins de CO2. Et cette contrainte environnementale, elle va peser de plus en plus. Surtout que si on regarde bien, la crise sanitaire, c'est avant tout une crise environnementale au départ. Donc voilà, ces dimensions-là fait que beaucoup d'entreprises ont réalisé qu'il y avait des gains de productivité extraordinaires. Il y avait des gains économiques également, parce que les économies de transport, tout simplement, et les gains environnementaux qui vont peser de plus en plus. Donc ça, on n'a aucun doute que ça, c'est une tendance qui va être très forte et durable. Donc finalement, ça, c'est quand même un impact sur l'organisation du travail direct et qui va plutôt dans le bon sens, en fait. Parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on a du mal à avoir du recul. Là, je voyais, on a des commentaires de Christine, Marie, qui nous disent chez moi, 90% des salariés veulent faire du télétravail à 100%. Marie nous dit, oui, mais le télétravail, c'est pas obligatoirement 5 jours sur 5. Est-ce que vous avez des éléments sur 1 ou 2 jours par semaine? Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du recul sur une période de 6 mois. Il n'y a pas d'études réellement fiables qui puissent dire aujourd'hui, oui, c'est bien de faire du télétravail, le mieux, c'est d'en faire 1 jour par-ci, 1 jour. On ne sait pas. Et ça dépend des organisations, des métiers, des populations. Par contre, la réalité, c'est qu'effectivement, quel intérêt, je prends l'exemple d'un éditeur, que ce soit Euroquartz ou un autre, quel est l'intérêt d'envoyer un consultant qui travaille à Paris le lundi, mardi à Marseille chez un client pour faire des réunions, le mercredi à Bordeaux et puis le jeudi, vendredi à Strasbourg, avec effectivement les temps de transport, l'usure du salarié,
parce que moi, ce métier de consultant, je l'ai fait, et ce type de semaine, je l'ai vécu en début de carrière. Donc l'usure aussi, hein, on n'a plus de vie, hein, on passe le temps à l'hôtel, on dort pas, donc on est beaucoup moins productif. Donc là-dessus, il y a un vrai intérêt d'utiliser les technologies. Et ce qui est formidable dans cette crise, c'est que il y a un an de cela, on aurait dit j'imagine qu'Euroquartz aurait proposé à un de ses clients de faire une réunion, un atelier de conception, hein, pour un cahier des charges en visio. Le client aurait dit non, tout simplement. Oui, là, c'est clair que ça a été un accélérateur extraordinaire et aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on peut le faire et que ça fonctionne. Alors, effectivement, il y a des sujets où ça peut être moins pratique, quand on a de la conception, par exemple, des choses assez abstraites. Mais, comme me disait un collègue l'autre jour, un de nos consultants, il me disait, est-ce qu'il vaut mieux être en réunion avec des clients et tout le monde est masqué, donc on ne voit pas les réactions des gens, on n'arrive pas à lire sur leur visage s'ils ont compris ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux être en visio où là on voit les réactions des gens avec la distance, mais voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était un accélérateur extraordinaire. C'est une tendance qui était à l'œuvre déjà, on le voyait hein, clairement, mais elle va permettre de gagner 5 ou 6 ans, ça c'est à peu près sûr. Je voudrais revenir sur les remarques qui ont été faites sur le télétravail, c'est que on ne dit pas que les gens ne veulent pas télétravailler plus, on dit simplement qu'il y en a 71% qui ont dit qu'ils ne voulaient pas télétravailler plus. Et oui, il y a des gens qui sont à l'aise avec du télétravail 5 jours par semaine. On ne dit absolument pas le contraire. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise non plus avec 2-3 jours de télétravail par semaine. Et puisque tu faisais la remarque, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Nous, ce qu'on constate actuellement, alors chez nos clients, dans notre écosystème, c'est qu'il y a un consensus sur à peu près la moitié du temps en télétravail et la moitié du temps au bureau. J'en veux pour preuve l'annonce qui a été faite par Microsoft cette semaine. Hein, c'est une annonce qui a été faite au niveau mondial. Alors Microsoft ne semble pas convaincu par le télétravail 4-5 jours par semaine. Hein, vous regarderez ce que dit la presse là-dessus. Et donc, ils ont annoncé qu'ils mettaient en place du télétravail 2 jours et demi par semaine. Voilà. En disant, ça a des avantages, tout le monde n'est pas câblé de la même façon pour le télétravail. Donc, on trouve un compromis autour de 2 jours et demi par semaine. Et ça, on le constate aujourd'hui chez beaucoup de nos clients. Et chez nous, Euroquartz, c'est ce qui a été mis en place, puisqu'on a mis à peu près 50% du temps en télétravail. Je voyais Christine qui rajoutait chez Google, un de ses collègues est en télétravail jusqu'au moins juillet 2021. Mais Google a une position défensive, notamment par rapport à une année 2020 qui leur apporte moins de résultats que d'habitude. Donc leur décision n'est pas uniquement liée forcément à la crise, elle est aussi analysée dans un contexte économique global. Donc Google, c'est particulier. Oui. Mais malgré tout, la remarque est intéressante. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que chez nos clients filiales de groupes américains, effectivement, il y a pas mal de cas où les locaux sont toujours fermés, mais fermés, hein, c'est-à-dire 100% de l'effectif en télétravail. Parce que tout simplement aux États-Unis, il y a des systèmes de class action qui peuvent s'appliquer également au monde du travail et que les répercussions financières en cas de sanction peuvent être très importantes. Et ce phénomène, on l'a observé. Effectivement, on a des filiales d'entreprises américaines dont les locaux sont fermés jusqu'au mois de janvier, par exemple. Donc ces gens-là télétravaillent à 100%, c'est vrai. Alors, de toute façon, on n'est pas du tout comparable au système américain. Hein. On n'a pas du tout la même capacité de rebond en Europe. Et on l'a évoqué notamment tout à l'heure. Un de les plus grands freins de la France en termes de réactivité, c'est le droit du travail. Oui, c'est sûr que là, c'est pas tout à fait comparable. Voilà. Alors, il y a un sujet également que j'aimerais évoquer, c'est que dans cette étude là que l'on fait avec Opinionway, on mesure la relation au travail des gens. Et en fait, cette étude, on l'a lancée parce que on était toujours un peu agacé d'entendre des affirmations sur lesquelles on n'avait jamais de chiffres. En particulier, moi, j'étais particulièrement agacé sur tout ce qui se disait sur la génération Y et Z, parce qu'il y avait des affirmations,
mais à l'appui, il n'y avait jamais de chiffres. On nous dit, ils sont vraiment très différents de leurs aînés. Hein. Oui, bon, on demande qu'à le croire, mais où sont les chiffres? Est-ce qu'ils ont plus de turnover? Est-ce qu'ils démissionnent plus que les gens de 60 ans quand ils avaient le même âge? Et en fait, on n'avait jamais de chiffres là-dessus. Au départ, c'est ce qui a justifié cette étude. Et on s'est rendu compte que finalement, génération Y, génération Z, sur les grandes valeurs au travail, ne sont pas très différentes des précédentes. Par contre, elles sont un peu différentes sur les comportements. Oui, ils sont connectés à Facebook pendant les horaires de travail, ils vont sur les réseaux sociaux, ils arrivent avec des écouteurs dans les oreilles, mais c'est pas très structurant, mais sur toutes les grandes valeurs au travail, par exemple l'importance du travail dans la vie, l'importance de l'argent, l'implication dans le travail, les réponses qu'ils nous ont faites sont pas très différentes de leurs aînés. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on avait lancé cette étude et on a collecté beaucoup plus d'informations. Et là, on va avoir des enseignements intéressants. On a des impressions, mais à ce stade, c'est que des impressions que cette crise a modifié quand même quelques points en profondeur sur la relation au travail. On pense en particulier à l'importance de l'argent gagné dans le cadre du travail. Là, on est très impatient d'avoir les résultats parce qu'il est possible qu'il y ait des changements de paradigme là-dessus. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le mesurer, mais on pense qu'il va y avoir quand même quelques changements dans la relation au travail. Alors qu'il n'y en a pas eu depuis un demi-siècle, en fait. Hein. Même plus que en ça. fait, En fait, c'est ça qui est très curieux, c'est que j'ai trouvé dans la littérature ce qu'on entend aujourd'hui sur les générations, que les baby-boomers comme moi étaient plus impliqués dans le travail, plus fidèles à leur employeur. Ça, dès la fin des années 40, ce discours-là, on l'entendait. J'ai retrouvé dans des bouquins de management des années 50 ce genre d'affirmation et qui reposait déjà à l'époque, ça ne reposait sur aucun chiffre. Et même dans les années 20, on entendait ce genre d'affirmation. Donc là aussi, les transformations, elles sont toujours longues. Oui, il y a des changements dans les attitudes, il y a des changements dans les comportements, ça c'est certain. Sur les valeurs fondamentales, on s'aperçoit que ça évolue pas si vite que ça. Et je pense qu'on en aura encore la preuve ici, même si on a l'intuition qu'il y a quand même quelques données qui vont changer. On a pas mal de commentaires, hein, on va pas pouvoir répondre à tout. Il y a Eliane qui revient sur les histoires de CDI, CDD. Est-ce que ça aggrave pas la frustration des travailleurs d'aller plus sur des modèles en CDD? Bien évidemment, mais il y aura des transformations de toute façon dans les années à venir du modèle du CDI. Le CDI, bien évidemment, ne va pas disparaître, mais je pense qu'il faudra grandement l'adapter. Et quand on parlait d'adapter le code du travail, aujourd'hui, quand on regarde le télétravail tel qu'il est déployé dans la plupart des entreprises, n'est pas régi par un accord. D'ailleurs, le code du travail n'encadre quasiment pas le télétravail. Donc là, on est en train de parler d'un des sujets en France qui est le moins encadré d'un point de vue législatif. Donc de toute façon, il y a certainement des évolutions qui devraient arriver sur, a priori, l'encadrement du télétravail. Oui. Et le CDI ne disparaîtra pas en France, c'est surtout pas souhaitable qu'il disparaisse, mais il y aura peut-être des ajustements, des modifications dans le cadre contractuel. C'est quelque chose qui est assez probable. Ce que dit Patricia, le vrai souci est l'absence d'anticipation de l'organisation structurelle de notre société versus l'évolution des contrats de travail. En fait, j'irai plus loin. Le vrai souci, il est que de toute façon, les entreprises et le gouvernement en général, en réponse aux problématiques des entreprises, n'interviennent que lorsqu'il y a un problème. On est rarement dans des politiques de prospective ou d'anticipation aujourd'hui. Et ça, c'est une vérité vraie. On réagit à un problème. Problématique d'harcèlement en entreprise, hop, on réagit à un problème, on fait une loi. Problématique de suicide en entreprise, hop, on réagit, on fait une loi. Problématique d'égalité femmes-hommes, on réagit, on fait une loi. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement.
peut-être que cette crise va amener va amener les entreprises à réfléchir un peu plus sur leur organisation future, euh, à des problématiques de prospective liées à la GPEC, hein, notamment, qui leur permettront de travailler sur des modes d'organisation qui seront plus adaptés en prenant en compte toutes les dimensions de lieu, de temps, de compétences, de soft skills de leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir un déclic. Oui, alors effectivement, puisque tu parles de GPEC, Christophe, c'est un retour qu'on a chez pas mal de clients qui nous disent que la crise actuelle, elle va modifier leur GPEC, parce que très clairement, il y a des métiers qui sont en train d'évoluer à toute vitesse. Je prends l'exemple d'un partenaire, une société de formation. Son modèle était formation 100% présentielle. Depuis le début de la crise, ils ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires en présentiel. Ils ont dû se réorienter vers de la formation à distance et de la formation de type e-learning. Mais ce que m'expliquait le patron de cette entreprise, c'est que ça change totalement les compétences. Et qu'un formateur qui a fait depuis 20 ans de la formation en présentiel, il n'est pas forcément qualifié pour faire des supports de e-learning et animer de la formation à distance. Donc on voit bien, et ça, cet exemple-là, on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui vont évoluer. On a parlé de l'aéronautique, mais c'est aussi vrai pour le secteur automobile. Il y a des changements industriels très, très forts qui sont à l'œuvre. Ça veut dire que la GPEC va devoir s'adapter à des besoins qui changent, à des nouveaux métiers. Et donc, les services RH, ils vont être très absorbés par ce genre de choses. Ça, il faut en être conscient. On est dans un monde d'imprévisibilité. Alors, d'une part, les services RH, ils ont été très sollicités pour gérer la crise sanitaire, hein, puisque d'après la NDRH, dans 91% des cas, ils ont été impliqués dans les protocoles sanitaires de leur entreprise. C'est assez logique. Demain, on sait qu'ils vont avoir des variations à gérer dans la gestion de leur effectif, hein, puisqu'on est dans une période où les activités vont varier beaucoup. Ça veut dire des ajustements d'effectifs importants, donc du recrutement à faire, et parfois sur des compétences qui sont rares. Et les emplois vont changer, les métiers vont changer. On pourrait aussi prendre l'exemple du retail. La tendance, et la crise l'accélère, la tendance, c'est que les points de vente physiques auront moins d'activité et que le e-commerce va se développer. Ça, personne ne peut nier ça. Mais c'est de nouveaux métiers. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers autour de la supply chain, il y a des nouveaux métiers autour de l'informatique pour gérer le e-commerce, dans des secteurs qui sont déjà en tension. Voilà, donc là, il va y avoir, et nos clients nous disent, il y a un vrai enjeu sur la GPEC dans les années à venir. C'est un vrai challenge pour les DRH. Hein. Oui, tu as une transformation qui est déjà bien amorcée. Et l'exemple que tu as pris là est assez marrant parce que tu me permets de rebondir sur un webinar qui aura lieu demain matin où on reçoit la responsable du campus Veolia qui justement répondra à cette question sur qu'avez-vous fait de vos formateurs en présentiel et comment ils ont évolué pendant cette crise. Donc, pour ceux que ça intéresse, demain matin, on traitera ce sujet. Mais c'est un vrai sujet, c'est une question naturellement qu'on est amené à poser. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de ton club utilisateur là, qui s'est tenu. Alors j'imagine qu'il s'est tenu en visioconférence. Oui, avec beaucoup de regrets parce qu'on était tous très contents de se retrouver. Puis malheureusement, les conditions sont pas bonnes, donc ils ont jugé plus raisonnable de le faire à distance. Et c'est certainement plus raisonnable. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce club utilisateur, et puis dans tes clients, hein, c'est quoi leurs attentes du moment, sur quoi ont porté les problématiques de ce club utilisateur? Alors là, cette année, il y a eu énormément de débats et de discussions autour du reporting. Alors, c'est pas complètement par hasard, c'est que nos clients ont eu besoin certainement de faire beaucoup d'éditions, en particulier, pour être très concret, pour calculer les primes Covid dans les entreprises qui ont donné des primes Covid. Donc, il y a eu un besoin de reporting très important, mais pas que là-dessus, hein, également pour le chômage partiel, pour les plannings, pour bien planifier les effectifs alors que la charge changeait en permanence. Donc voilà, il y a eu énormément de questions sur le reporting parce que c'est un des sujets
Et ça, on l'a bien vu. Donc, ce qu'ils nous ont dit également les clients, bon, on sent qu'il y a également des interrogations de leur côté, hein, tout n'est pas clair et c'est vraiment une particularité de cette crise. On a des clients qui vont très bien, d'autres qui vont normalement, qui n'ont pas eu beaucoup de changements, et on a des clients qui vont moins bien malheureusement. Donc c'est très atypique parce que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que le besoin de conformité, il est toujours présent. Alors ça, c'est clair. On a reçu des centaines d'appels à notre hotline. C'était juste pour savoir que ce qu'ils voulaient faire était conforme sur un plan légal. Et on avait parfois du mal à leur répondre parce que même nos avocats qu'on a consultés nous disaient il y a des trous dans la raquette, il y a des choses qui sont pas très claires, il va falloir attendre quelques semaines. Et effectivement, les précisions sont venues au fil de l'eau. On avait un exemple très clair. Qu'est-ce qu'on déclare comme temps chômé pour les gens qui sont annualisés, donc qui sont en période haute ou en période basse? Quelle est la valeur à prendre en référence? En fait, on pensait qu'il fallait prendre une valeur moyenne de 7 heures par jour, et effectivement, ça a été confirmé au bout de quelques semaines, il y a eu des éclaircissements. Donc, énormément de questions juridiques, et la conformité, elle est toujours centrale. On a une très forte culture du contentieux en France, hein, le contentieux sur la gestion des temps, il est très fort, ça occupe beaucoup les prud'hommes. Et donc, le souci de nos clients, ça a quand même été d'assurer la conformité. Et c'est pas parce qu'un salarié est en télétravail qu'on ne va plus gérer ses temps de présence et ses absences. Et on peut avoir du chômage partiel, mais il faut quand même gérer les temps de présence. Donc, très forte attente de conformité. Et là-dessus, nos solutions les ont aidés à gérer cette conformité et à éviter de se retrouver avec des contentieux dans 2-3 ans, parce que ce que l'on pense, pour en avoir discuté avec des organisations syndicales, c'est que le contentieux risque d'augmenter dans les mois à venir. Il va y avoir des licenciements, il ne faut pas se le cacher. Donc, il y a des risques de contentieux. Et ces sujets autour de la gestion des temps, ils peuvent très bien ressortir. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Nos clients ont de fortes attentes là-dessus. Et puis, dans les sujets qui remontent, il y a également des sujets autour, alors pas que de notre club utilisateur, mais il y a des sujets autour de la productivité RH. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos RH, ils sont très occupés par des problèmes sanitaires, des problèmes de GPEC, des problèmes d'indemnisation du chômage partiel. Donc, ils ont énormément de travail sur des sujets qu'ils n'avaient pas il y a quelques mois. Donc, consacrer du temps à faire des tableurs Excel sans valeur ajoutée, à faire des traitements de papier qui pourraient être automatisés, ça n'a aucun sens. Et donc, ce besoin de productivité, il est très, très présent parce qu'il faut que les RH se libèrent du temps pour traiter ces sujets-là. Et c'est quelque chose qu'on leur apporte depuis toujours, mais c'est de plus en plus crucial dans la période qu'on traverse. Et enfin, la quatrième tendance, mais ça, c'est une tendance indépendamment de notre club utilisateur, c'est sur la mobilité, tout simplement, les solutions pour la mobilité. À partir du moment où vous avez plein de gens qui télétravaillent, ça pose la question des solutions pour la mobilité. Et là, on va annoncer dans quelques jours une nouvelle version de notre application mobile pour mieux prendre en compte ces contraintes et une mobilité qui est beaucoup plus intensive. Donc là aussi, finalement, c'est pas une révolution, ça accélère des tendances, ça rend des besoins plus aigus. Mais c'est des tendances qui étaient à l'œuvre aussi, le besoin de conformité, le besoin de productivité, ça fait des années qu'on en parle, ça accélère juste des tendances. Et puis ça accélère fortement la digitalisation de la fonction RH et la mise à disposition d'outils auprès des collaborateurs. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui les entreprises souhaitent modifier leur organisation, proposer du télétravail, tu l'as dit tout à l'heure, tout type de mode de travail, donc il faut un moment que l'entreprise puisse identifier si Pierre, Jacques, Henri, Lucie, etc. sont au bureau, sont sur un site, sont chez eux. Donc bien évidemment que sans recourir à des solutions de gestion des temps comme celle de Reports, c'est impossible. Oui, alors le RH se transformerait en gestionnaire Excel. Absolument, mais c'est ce qui s'est passé dans certaines entreprises. Ils ont passé des heures sur Excel parce qu'ils n'avaient pas de vraie solution de gestion des temps, et pourtant il fallait faire des déclarations à l'administration. Donc ça a été un petit peu compliqué. C'est dommage parce que c'est des choses qui peuvent s'anticiper du coup.
et éviter d'avoir ce problème-là à gérer pendant des mois. On a parlé des RH, mais je voudrais aussi parler des opérationnels, parce que ça aussi, c'est une tendance qu'on a remarquée. Donc, chez nos clients, les opérationnels utilisent beaucoup nos solutions, en particulier pour la planification des équipes. Et là-dessus, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils sont assez souvent confrontés à une difficulté, c'est que les variations de charges ont été très importantes, beaucoup plus importantes que d'habitude, en plus ou en moins. Et il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, par exemple des décisions gouvernementales. Quand le gouvernement réautorise la circulation au-delà de 100 km, ça a tout de suite des conséquences sur la charge de travail de nos clients, en particulier ceux qui sont dans la distribution. Et en fait, ces opérationnels, ils ont eu de sacrés problèmes pour planifier leurs équipes. Et ceux qui avaient des solutions de gestion de planning, ça a quand même été plus simple que de faire ça à la main. Parce que quand la variation est très importante, vous avez plus 20, moins 30% d'activité en 2 jours, par exemple. Si vous avez une solution de gestion de planning digne de ce nom, il suffit de changer un paramètre et le système va détecter tout de suite les anomalies et vous proposer des solutions. Si vous le faites à la main, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Ok, écoute, super. Je rappelle quand même que HoroQuartz ne fait pas que de la gestion des temps. Ça fait aussi du contrôle d'accès, qui n'est pas anodin aussi. Actuellement, le contrôle d'accès, ça permet de vérifier que les salariés sont présents à tel endroit, sont rentrés à telle heure, sont sortis. Oui, tout à fait. Notre premier métier, oui, c'est la gestion des temps et des plannings, c'est le métier historique. Notre deuxième métier, c'est le contrôle d'accès et la sécurité. Et effectivement, il y a aujourd'hui des contraintes qui sont très importantes en termes de sécurité. Par exemple, pour garantir une densité acceptable sur les sites, mais pas que pour ces raisons-là. Donc ça, effectivement, ça a été également un sujet. Et notre troisième métier, donc, c'est la gestion RH, donc avec une solution qui s'appelle Process for People et qui gère des process RH de recrutement, de portail RH, d'intégration, de gestion d'entretien et de compétences. Et curieusement, on a actuellement énormément de consultations sur ce sujet-là. En particulier de grosses PME et d'ETI. Voilà, il y a actuellement beaucoup de cahiers des charges qui sont émis sur ces sujets-là et on pense que la GPEC est une vraie prise de conscience aujourd'hui. Alors j'ai mis le lien vers le site de HoroQuartz, j'ai mis le lien vers la page contact si vous souhaitez contacter Thierry, si vous avez des questions par rapport aux solutions de gestion des temps notamment, et à ces différents modules complémentaires de gestion d'accès, gestion des compétences, etc. Écoute Thierry, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait un tour, un bon tour de la question. Est-ce que tu souhaites conclure? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure? Non, de dire que voilà, on espère tous que cette crise va être la plus courte possible. On sait que voilà, le message clé, c'est, je voudrais reprendre une expression de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui parle des signaux stables. Et Jeff Bezos, il a une théorie qui est de dire qu'à un horizon de 10 ans, on a toujours une crise dans une période de 10 ans. Ça peut être une crise économique, ça peut être une crise sanitaire. Mais sa théorie, c'est de dire que 80% des choses ne changent pas dans un horizon, restent stables dans un horizon de 10 ans. Et il dit que la grande force d'Amazon, c'est pas d'avoir prédit ce qui allait changer, mais c'est d'avoir identifié ce qui allait rester stable. Donc, cette crise, elle va amener des changements, c'est certain. C'est peut-être pas non plus un bouleversement complet des organisations du travail. Il y aura des évolutions. Peut-être pas d'une ampleur telle qu'on peut l'imaginer. Et dans tous les cas, on sait que la durée de la crise sera déterminante. Si cette crise s'arrête dans 6 mois parce qu'on a trouvé un vaccin, bon, voilà, ça ne sera pas une révolution. Si elle dure 2-3 ans, là, ça va devenir beaucoup plus structurant. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on en est incapable de prédire l'avenir. Le mieux, c'est de le préparer finalement. Et de ne pas attendre pour s'équiper, pour réfléchir à ce que ça pourrait être demain, l'organisation du travail dans vos propres entreprises, et s'y préparer en termes d'organisation et en termes de solutions pour gérer ça. Voilà, c'est le seul
Seule remarque que je voulais ajouter pour conclure. Faire preuve d'anticipation face à l'incertitude, en fait. Voilà, c'est Eh ça. ben, merci Thierry. Merci à toi, merci à vous tous. Merci à tous pour votre présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Et le replay sera disponible cet après-midi sur MyRHline. Merci Thierry, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.